Notre secrétaire de séance, qui sera notre plus jeune collègue. Je ne vois pas toute la salle, c'est qui? C'est toujours toi, la divine, qui est là, bien sûr. Je ne te voyais pas, c'est que tu es caché. Enfin, on te cache. Ludivine, tu as la parole pour l'appel. Merci. Allumé, mais... okay. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Sapoti Jocelyn. Présent. Féliciane Bruno. Présent. Treyal Bon Christiane. Présent. Moulin Rodrigue. Présent. Maximin Bajazé Liliane. Francillonne Saturnin. Dagonia Sylvie. Maricel Didier. Bura Gladys. Ratier Martelin. Riga Clara. Kanda Sami José. Petro Metoni Manuela. Belfort Jacqueline. Bévis Surprise Gaëtan. Marcellus Ludivine, présente. Sangrado Rudy. Arna Salon Cindy. Promeneur Richard. Vengada Salon Patricia. Pourmassi Samuel. Marival Frédéric. Fagou Kevin. Méville Claudia. Devisme Stéphane. Lamar Françoise. Maricel Arthur. Gracchus Benjamin. Jean-Bar Johan. Glorieux Ephrem. Molia Cindy. Ougounian Zadig Emmanuel Lee. Julia Renette. Nous avons 26 présents, 3 représentés et 4 absents, Monsieur le Président. Le quorum est atteint. Merci beaucoup, cher Ludivine. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement ouvrir notre séance et délibérer. Le premier point, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Nous avons un ordre du jour prévu avec 7 points et on vous propose 2 autres points en ordre de roue. Donc, je mets au vote la modification de l'ordre du jour avec 2 autres points qui sont le point 8, la modifiant le plan de financement concernant l'installation de mobilier urbain solaire intelligent, et le point 9, approuvant le plan de financement relatif à la création de trottoirs pour le secteur de Blachon, phase 1. Il y a-t-il une objection à la modification de l'ordre du jour? Pas d'objection, donc l'ordre du jour est donc modifié avec 2 points supplémentaires que je viens de citer. Chers collègues, avant de commencer à traiter notre conseil municipal par l'ordre du jour ici voté, j'aurais souhaité rapidement, ça n'appelle pas bien sûr de vote, juste faire un petit point qui concerne, j'espère, ici tout le monde, sur ce qui s'est passé par rapport au congrès de l'eau et échanger un moment avec vous sur la question. Vous avez tous suivi ce congrès sur l'eau et vous avez tous certainement remarqué qu'il y a un certain nombre d'engagements forts qui ont quand même été pris. Ces engagements, c'est vrai, pour l'instant, ce ne sont que des résolutions, ce ne sont pas encore des actes, mais si on arrive à transformer ces résolutions en actes, je pense que la Guadeloupe aura gagné, en tout cas, aura fait un grand pas, et peut-être même un pas décisif, pour régler la question de l'eau. Et parmi ces résolutions, il y en a quand même au moins une qui nous concerne particulièrement. Vous avez très bien compris que là, je veux vous parler du personnel
du SMGAG pour une partie qui devait être déployée sur l'ensemble des collectivités de la Guadeloupe. Donc, bien sûr, sont mises à contribution le conseil départemental, le conseil régional, les EPCI, mais aussi les communes. Cette décision, qui est une décision qui appartient au maire, puisque le maire est le chef de personnel, au moins pour ce qui concerne cette situation qui impacte toute la Guadeloupe, prend une valeur politique et une valeur symbolique. Sincèrement, après avoir discuté avec quelques collègues depuis le Congrès et puis à la matin, politiquement, je pense qu'il est important de pouvoir donner un signe fort. Néanmoins, on ne peut pas rester uniquement dans l'acte politique ou encore le symbole politique. On est là pour gérer et on ne peut faire d'acte de complaisance. Même si c'est un acte politique, ça ne peut pas être un acte de complaisance. C'est pour cela que, après avoir discuté avec quelques collègues, la mairie de Lamentin prendra sa part et sera solidaire. Seulement, cette solidarité va se manifester à travers notre volonté d'aider aussi nos compatriotes lamantinois quant à la situation de l'eau. C'est là où je veux en discuter avec vous. Sur notre territoire, nous avons un certain nombre de lamantinois aujourd'hui qui ne sont pas raccordés. Et qui ne sont pas raccordés, ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, le PPI, le plan pluriannuel d'investissement, qui est porté par le SMGAG, prévoit une extension de réseau qui jusqu'à maintenant n'est pas réalisée. N'est pas réalisée tout simplement parce qu'à Lamentin, comme à beaucoup d'autres endroits, le PPI n'est pas effectif. Et bien sûr, vous comprenez très bien que la première réponse qu'on nous fait, c'est de nous dire « mais vous avez de l'eau chez vous, vous n'avez pas de tour d'eau, etc. Et vous n'êtes pas prioritaire, il faut dépenser là où c'est prioritaire. » J'entends ça. Mais ce n'est pas une raison. Et ça ne peut, même si on l'entend, ça ne peut être accepté. Tous les Lamantinois méritent d'avoir de l'eau et d'être accordés. Et d'avoir de l'eau 24 sur 24. Ce n'est pas parce que Lamentin n'a pas de tour d'eau que tous les Lamantinois ne méritent pas d'avoir de l'eau. Ces gens sont des gens qui ont un permis de construire, ces gens sont des gens qui ne sont pas très éloignés du réseau. Et c'est pour cela que, ici, là, je pense que oui, nous allons porter notre contribution, mais nous ne pouvons pas oublier notre population. La contribution de la ville de Lamentin sera soumise aussi à la condition qu'on nous permette d'avoir la maîtrise d'ouvrage déléguée, ce qui est tout à fait possible, pour que la municipalité de Lamentin puisse se substituer un maître d'ouvrage délégué au SMGAG et faire les travaux de raccordement pour nos concitoyens. Ce n'est pas remettre en cause le principe d'unité, et comme je le dis souvent, c'est le principe de solidarité. Le principe de solidarité ne veut pas dire que c'est un seul qui fait, justement, quand vous êtes seul et que vous faites. C'est l'unité, ce n'est pas la solidarité. La solidarité, c'est quand plusieurs peuvent faire ensemble pour régler un problème. Et là, ce serait faire preuve de solidarité avec l'ensemble de la Guadeloupe, en disant que la mairie prend en charge, au lieu effectivement d'exiger du SMGAG de faire avec les finances déjà mobilisées pour les autres communes de la Guadeloupe. C'est ça la solidarité. La solidarité de dire,
puisqu'il y a des priorités ailleurs, et on peut comprendre ça, donc nous on prend en charge. Moyennant bien sûr une convention, la convention qui permettra à terme à la commune de Lamantin, quand les choses iront mieux, de se faire rembourser. Quand ça soit peut-être dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, mais il y a un document qui pourra permettre à la mairie de Lamantin de se faire rembourser. Voilà. Je mets ça au débat, collègues, parce que j'aimerais bien avoir l'avis du conseil municipal sur cette proposition, puisque cette proposition fera l'objet de débats. Bien sûr, nous n'allons pas voter cela, mais avoir l'avis du conseil municipal, cette proposition fera l'objet de débats avec les autres instances du SMGAG et avec, bien sûr, les autres instances que sont l'État, le conseil départemental et le conseil régional, en sachant que, bien sûr, nous allons devoir, nous aussi, voter, approuver les résolutions qui ont été votées, mais ce dont je vous parle, bien sûr, qui est une condition de la ville de Lamantin qui ne figurera pas, bien sûr, dans les résolutions, puisque c'est un avis de la ville de Lamantin, sachant que la ville de Lamantin souhaite porter sa contribution à la solidarité guadeloupéenne, mais dans des conditions, bien sûr, qui sont des conditions gagnant-gagnant. Est-ce qu'il y a des collègues qui voudraient dire quelque chose par rapport à ça? Monsieur Gracchus. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'entends l'appel à la solidarité. Il ne diffère pas, en fait, de celui que vous aviez prononcé en comité d'agglomération. Néanmoins, avez-vous déjà en tête l'effectif qui pourrait être intégré au sein du vivier des effectifs du Lamentin? Alors, on propose aux communes 1 ou 2 agents, c'est cela. Je pense que la commune de Lamantin, si on se met d'accord par rapport à cette proposition qui est faite de solidarité, pourrait récupérer un agent en 2026. Selon la situation, bien sûr, si ça évolue par la suite, on pourrait réexaminer la situation en 2027, voire 2028, parce qu'il n'est pas dit que tout doit se faire immédiatement. Mais pour 2026, la commune de Lamantin pourrait récupérer un agent. Oui, vas-y. Il y a quand même au SMGAG entre 80 et 100 agents qu'il faut transférer vers les collectivités, les communes et les communautés d'agglo. Donc effectivement, la région a il est conseillé de demander, enfin, ça a été conseillé justement de voir avec les mairies qu'il y ait un agent, ensuite les communautés d'agglo et la région et le département. Parce que vu la situation du SMGAG, c'est vrai que nous avons un effectif assez important. Donc, on a demandé effectivement ce signe de solidarité pour pouvoir soulager le SMGAG, puisque la masse salariale, franchement, elle est énorme. Et nous, malheureusement, pas malheureusement, on ne peut pas licencier parce que ce sont des pairs. Je tiens à le dire parce que quand j'entends je suis, à titre d'information, salarié du SMGAG. Donc, quand j'entends certaines personnes dire effectivement qu'il y a trop de salariés, mais je suis vraiment désolée, il faut faire attention à ce que l'on dit parce que ces agents-là ont été affectés au SMGAG. Ça a été décidé par la préfiguration. Donc maintenant, effectivement, moi je pense et j'insiste qu'il faut vraiment cette solidarité pour pouvoir non seulement soulager le SMGAG, certes, parce que le SMGAG nous permet à tous d'avoir de l'eau et notre souhait en tant qu'élus, c'est de pouvoir donner de l'eau en quantité et en qualité à toute la population guadeloupéenne. Parce que c'est vrai qu'au Lamentin, nous n'avons pas de problème d'eau, mais nous sommes quand même assez avancés et de voir qu'il y a autant de communes, puisque moi je le vis tous les jours, autant de personnes, de Guadeloupéens qui n'ont pas d'eau dans leur robinet pendant 2-3 jours et quelquefois même des mois. Donc je dis, il faut absolument qu'il y ait cette solidarité. Pour le SMGAG, certes, mais aussi pour les agents qui veulent aller dans les collectivités, puisqu'il est important aussi de savoir qu'il y ait, pour l'instant, c'est ce qui est proposé, mais il y aura des échanges avec les agents, puisque il y a des agents qui ne voudront pas y aller, il y a des agents qui sont plus intéressés.
Et puis, comme tout dépend aussi de la situation professionnelle de l'agent. Donc, il y aura une coopération, enfin une discussion avec les maires, avec le SMGAG, mais aussi avec l'agent. Je dis encore une fois, moi, je vais remercier tout un chacun parce que c'est vraiment, la situation du SMGAG est vraiment critique. Mais entre nous, nous n'avons pas le choix. Il faut vraiment qu'il y ait cette solidarité. Merci beaucoup, collègue. Oui, Richard, tu as la parole. Bonsoir à tous. J'aimerais poser 2 questions. La première question concerne effectivement ce personnel, c'est quelles sont les compétences qui sont à reverser au sein des collectivités. Ma deuxième question, c'est combien de salariés que l'État a décidé effectivement d'intégrer en son sein, puisque l'État a différentes structures aussi établies en Guadeloupe. Alors, sur la première question, elle est importante. Oui. Ce sont des salariés du public qui sont concernés. D'accord. Donc, c'est important de signaler ce que tu dis aussi. Alors, premièrement, quelles compétences? Il y a des compétences diverses. Il y a diverses compétences. Il y a des compétences administratives et il y a des compétences techniques. Je pense que les compétences techniques, purement techniques, devront rester au SMGAG, puisque ce sont des compétences dont le SMGAG aura besoin, des techniciens de terrain. Après, il y a des compétences avec des technicités, mais des technicités administratives, c'est-à-dire des technicités RH, ou encore des technicités financières, ou même des technicités marché public, eau, etc., qu'on pourrait effectivement mettre à disposition des municipalités. En ce qui nous concerne à Lamentin, je vais quand même faire en sorte qu'on puisse retrouver un profil dont on a besoin. D'accord? Donc on choisira un agent qui viendra avec un profil dont on a besoin, qui est bien sûr sous la liste des personnes à réaffecter, mais avec un profil qui sera un profil au service de la population de Lamentin, au service bien sûr de la mairie de Lamentin. Voilà. Donc on ne prendra pas n'importe quel profil, on ne prendra pas quelqu'un pour prendre quelqu'un. Comme je disais, c'est la solidarité, c'est pas de la complaisance. Donc on prendra un profil dont on a besoin. Autre chose, est-ce que l'État prendra, pour l'instant dans le plan, il est prévu uniquement que ces personnes aillent sur les collectivités. Parce que bon, c'est la fonction publique territoriale et c'est des gens qui dépendent de la fonction publique territoriale. Ça ne veut pas dire que la passerelle n'est pas possible, mais elle est un peu plus compliquée. Excuse-moi. Dans les compétences, c'est vrai que j'entendais effectivement le savoir-faire, mais j'entendais aussi le niveau de fonction, la catégorie. Oui, tu as raison. Quand je parle du profil, c'est les deux. C'est les deux de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire à la fois le savoir-faire et à savoir la catégorie. Donc, ça peut être une catégorie C, comme ça peut être une catégorie B, mais je pense qu'on est plutôt sous des catégories C. Hein. Il me semble qu'on est essentiellement sous des catégories C. Est-ce qu'il y a d'autres questions, collègues? Oui, vas-y, Liliane. Tu as parlé, Président, de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Cela veut dire que tu prends en charge l'acheminement de l'eau dans certains quartiers. L'extension du réseau. L'extension d'eau dans certains quartiers. Quelles seront tes responsabilités vis-à-vis du SMEAG dans ce cas-là? Les responsabilités de la commune. Alors, la responsabilité de la commune est limitée juste à l'exécution du chantier. C'est-à-dire, pendant tout le chantier, tu es le maître d'ouvrage délégué, donc tu portes la responsabilité du chantier. Et une fois que le chantier est réceptionné, en fait, le chantier est reversé au SMGAG. Donc, ta responsabilité disparaît le jour où le chantier est réceptionné, que tu reverses le patrimoine au SMGAG. Enfin,
la gestion du patrimoine au SMGAG, parce que le patrimoine ne sera jamais transféré à la commune. Hein. Aujourd'hui, le patrimoine eau est un patrimoine qui appartient au SMGAG. Donc les réseaux appartiennent au SMGAG. Donc le patrimoine ne sera jamais transféré à la commune. C'est juste pendant un instant, on va te conférer la maîtrise d'ouvrage déléguée, le temps des travaux, que le temps des travaux. Y a-t-il d'autres questions, collègues? Voilà, donc je voulais vous tenir au courant de cette orientation et savoir que voilà, nous allons participer bien sûr à cette solidarité, mais en y défendant les intérêts aussi de la commune de Lamentin. OK? Donc, comme je disais, gagnant, gagnant dans cette opération. Voilà. S'ils n'adhèrent pas à ta demande, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas effectivement cette partie de maîtrise d'ouvrage à te reléguer, mais que malgré tout, effectivement, ils sollicitent la solidarité. Alors, les résolutions ne peuvent pas être exécutées à moitié. Donc, les résolutions qui ont été votées prévoient les maîtrises d'ouvrage déléguées transférées au maire, au président des EPCI, ainsi que le transfert. Donc, on ne peut pas appliquer les résolutions à moitié, puisque, bon, je ne sais pas si vous avez entendu mon intervention. Dans mon intervention, effectivement, c'était une des propositions fortes de mon intervention, qu'on puisse donner la maîtrise d'ouvrage déléguée, bien sûr, au maire et au président de PCI. Et cela a été retenu, bien sûr, dans la résolution que moi-même j'ai présentée, qui est la résolution numéro 2, dans laquelle on prévoit le transfert des maîtrises d'ouvrage déléguées au maire. Et donc, tu vois ce que je veux te dire, si on applique les résolutions, il faut les appliquer intégralement. Autrement dit, il y aura un problème. Et ça a été voté, bien sûr, à l'unanimité. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, collègues, on va ouvrir valablement notre conseil. Et juste quand même avant de finir, pour vous dire que tout n'est pas encore gagné parce qu'il y a quand même une résolution qui a été votée, c'est la création de l'OIN. Cette opération d'investissement d'intérêt national, qui est l'OIN, qui dépend beaucoup de l'État. Et là, par contre, ça ne dépend pas que de nous, que de la Guadeloupe, que des Guadeloupéens, que des collectivités, qui dépend énormément de l'État. Faudrait-il encore que l'État soit d'accord pour créer cet établissement public, parce que l'OIN, en fait, voilà. Une opération d'intérêt national, c'est qu'il y a un établissement public qui est créé, qui est piloté par les services de l'État, dans lequel on va trouver, bien sûr, l'État et les collectivités territoriales, mais qui est un établissement qui, une fois qu'il a été créé, oblige l'État à financer les investissements entre 60 et 70%. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Et cette partie-là n'est pas encore gagnée. Il va falloir que les politiques guadeloupéens, les élus guadeloupéens se battent et tous unis. Je pense que sur ça, il faut qu'on soit tous unis. D'accord? Aussi bien sénateurs. D'ailleurs, cette proposition a été présentée au départ, présentée par le sénateur Victorin Durel. Ensuite, l'ensemble des parlementaires de la Guadeloupe, il faut qu'on soit tous solidaires, l'ensemble des maires et l'ensemble, bien sûr, des collectivités territoriales de la Guadeloupe et qu'on parle à l'État d'une seule et même voix sur la création de cette OIN. Oui, vas-y. Puisque tu en parles, moi, je vois là une grande contradiction par rapport effectivement à la démarche qui était enclenchée par le président du conseil départemental, puisque lui, il voulait effectivement
agir et œuvrer pour une espèce d'autonomie. Or, dans ce principe, on donne la main au préfet, et si tu parles effectivement des différents politiques locaux qui, eux, votent effectivement l'acceptation en mutualisation, ça signifie que tous les politiques locaux, je parle des individus, seraient effectivement pour effectivement redonner la main et aller à l'inverse de ce qui a été préconisé par les différents congrès. Donne-moi ton avis là-dessus. Alors, collègues, sur la question effectivement des investissements, même si la compétence eau reste et demeure une compétence locale des élus locaux, vu le niveau d'investissement qu'il y a à faire sur l'eau, on ne pourra pas faire sans l'État. Et j'entends les discours, et moi-même tu connais ma couleur politique, mais je suis un homme réaliste. Et le réalisme veut aujourd'hui que cette opération soit une opération d'intérêt national, vu le niveau d'investissement qu'il y a à faire sur l'eau. Et il ne pourra être fait que si on a l'État avec nous, et comprenez bien, il faut qu'on soit pragmatique. Si l'État met 70%, vous n'allez pas demander à l'État de mettre 70% et de ne pas être dans le tour de table. Obligatoirement, si l'État met autant, il faut que l'État soit dans le tour de table et soit présent. Ceci dit, l'État n'est pas seul présent. Ceci dit, la stratégie n'est pas une stratégie forcément décidée par l'État. La stratégie sera une stratégie décidée par le CEMGEAG, qui garde la stratégie politique. Mais le financement sera porté par l'État. Mais savoir où on répare en premier, où est-ce qu'on met les tuyaux en premier, etc., ce sera le SMGAG. Donc les élus locaux, les élus guadeloupéens qui vont définir la stratégie. Mais le volume de financement, bien sûr, sera porté essentiellement par l'État. Donc sur, je pourrais dire, le calendrier, la capacité à financer. Oui, c'est vrai, l'État prend la main, quelque part, oui. Mais c'est un peu normal parce que c'est l'État qui porte le principal financement. Donc, sur la cadence, sur le rythme, oui, tu as raison. Pas sur la stratégie en termes de lieu, de décision, de où on va faire en premier, etc., comment on va faire, mais sur la cadence, sur le rythme, tu as raison. Mais ceci dit, je l'ai dit lors de mon discours, aujourd'hui, c'est pas l'argent qui nous met en retard. Donc aujourd'hui, c'est notre capacité à pouvoir réaliser des travaux qui nous met en retard. Parce qu'on a suffisamment d'argent aujourd'hui en investissement pour faire 100 millions d'euros de travaux par an, on n'arrive pas à en faire plus de 40. Voilà. Donc, c'est pas encore là le problème. Peut-être que ça deviendra un jour si le problème. Si on a une capacité de réalisation du budget qui fait qu'on fait 100% du budget qui manque de l'argent, là le problème va se poser. Mais aujourd'hui, c'est pas le problème. Je parle bien d'investissement, je parle pas du fonctionnement. Hein. Donc c'est pas là où est le problème. Ça pourrait le devenir demain, mais c'est pas là où est le problème aujourd'hui. C'est plutôt dans notre capacité à mobiliser les équipes et à mobiliser l'ingénierie pour pouvoir réaliser les travaux. Voilà. Excusez-moi, collègue, j'ai rallongé un peu, mais il fallait que je parle de l'OIN. Et ta question était très belle, Richard. Nous allons passer maintenant à l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 18 juin 2026. Collègues, vous avez reçu le document. Avez-vous des remarques? S'il n'y a pas de remarque, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Quoi?
On me dit que tout le monde n'a pas reçu le procès-verbal. Donc, si tout le monde ne l'a pas reçu, d'accord. Donc, il sera représenté au prochain conseil municipal. OK? Donc, je ne le mets pas au vote, puisque tous les élus ne l'ont pas eu. Bon. L'approbation du compte de gestion 2025, le point numéro 1. Présentation est faite par Richard Promeneur. Richard, tu as la parole. Rebonsoir à tous. En application des articles L 1612-12 et L 2121-31 du Code général des collectivités territoriales, il convient d'examiner l'état de situation de l'exercice 2025 dressé par le comptable. Le document communiqué fait ressortir les résultats suivants, report compris. En section de fonctionnement, les dépenses à 31 111 415,31 €. En recettes, 45 614 257,60 €. Et le report de 2024 à 5 102 968,71 €. Le résultat en clôture est de 19 605 811 €. Dans la section d'investissement, en dépenses, 7 753 510,52 €. En recettes, 11 811 746,13 €. Le report de 2024 négatif de 16 063 031,98 €. Le résultat en clôture négatif, toujours en investissement, de 12 004 796 037 €, pour un total général de clôture excédentaire de 7 601 014,63 €. Le conseil municipal est invité à délibérer. On ne délibère pas sur... D'accord. Ouais. Oui. Non. Ou à Donc donner- ça, sur le compte de gestion, on ne délibère pas. Hein. Oui, Quand vous non, tout à rédigez fait, la d'accord, prochaine mais fois, il ne faut pas mettre ça. On donne quitus. Y a-t-il des questions sur le compte de gestion? C'est le compte du receveur. On peut répondre qu'à des cas des questions techniques s'il y en a, mais il n'y a pas à portée d'appréciation. Il n'y a pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va donner quitus. Et non, quitus au comptable. Et on va regarder le compte administratif pour pouvoir faire la comparaison, faire matcher les chiffres et regarder effectivement la concordance des deux comptes. Or, bien sûr, les restes à réaliser, parce que le compte de gestion ne comporte pas les restes à réaliser, c'est ce qu'il y a en banque, ce qui est en trésorerie, ce qui a été encaissé et décaissé.
Voilà, pour parler plus simple, les entrées et les sorties réelles, réalisées. OK? Comprennent bien parce que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Là, et surtout, on a de jeunes élus pour bien comprendre que ce qu'on vient de voter, c'est comme si c'était votre compte en banque. Ce n'est pas votre comptabilité, c'est le compte en banque. Ce qui est entré et ce qui est sorti sur le compte en banque. Et ça, c'est le compte du Trésor public, c'est exactement pareil. Notre banquier, c'est le Trésor public. Maintenant, le compte administratif, qui est le point numéro 2, qui est présenté toujours par Richard Promeneur, c'est une autre photographie, parce que le compte administratif tient compte de tous les mouvements, ce qui est entré en banque, ce qui est sorti en banque, mais ce qui est engagé aussi. Et qui n'est pas encore entré en banque, qui n'est pas encore sorti en banque, mais qui est juridiquement, comptablement engagé. Recettes et dépenses engagées. Voilà. Richard, tu as la parole. Ok. Donc, je commence par dire effectivement que c'est assez fastidieux de lire des chiffres, autant pour celui qui lit que pour ceux qui écoutent. Donc, on va essayer de synthétiser et d'aller à l'essentiel. Le compte administratif 2025, c'est la photographie des recettes et des dépenses réalisées par la ville au cours de l'année 2025. Conformément aux dispositions réglementaires, le vote sur l'approbation du compte administratif est concomitant à celui sur le compte de gestion tenu par le comptable public. Le conseil municipal peut ainsi constater pour les parties communes de ces deux documents la parfaite concordance des résultats à l'issue de l'année 2025, ce qui montre la sincérité des réalisations. La présentation qui suit va être faite est une synthèse comptable officielle. Non, alors, est une synthèse comptable dont le document budgétaire et comptable officiel remis à chaque conseiller municipal qui suit, lui, une forme et une maquette officielle à laquelle il n'est pas possible de déroger. Alors, pour la section de fonctionnement, les dépenses. Pour l'exercice 2025, le montant des dépenses de fonctionnement s'élève à 31 111 415,31 €. Alors, toujours la section de fonctionnement en dépenses. En chapitre 011, on a des charges à caractère général pour 4 865 216,76 €. En chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés pour 15 077 320,96 €. En chapitre 65, autres charges de gestion courante pour 10 378 386,60 €. En chapitre 66, charges financières pour 209 547,75 €. En charges spécifiques, chapitre 67, pour 45 361 €. Et en chapitre 42, opérations d'ordre de transfert entre sections pour 535 582,24 €. Le tout en dépenses de fonctionnement qui correspond à 31 111 415,31 €. Dans la partie recettes, elle s'élève à 45 614 257,60 €. La répartition en chapitre 013, atténuation de charges pour 12 698,02 €. Chapitre 70, produits des services, 281 209,80 €. Chapitre 73, impôts et taxes pour 15 857 825,43 €. Chapitre 731, fiscalité locale pour 10 063 310,86 €. Chapitre 74, dotation, subventions et participations
pour 6 042 987,17 €. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, pour 12 938 057,38 €. Chapitre 77, produits spécifiques, pour 418 168,94 €. Alors, le tout en total recette de fonctionnement, 45 614 257,60 €. Et vous pourrez retrouver les décomptes avec une vue générale en page 13 et avec une vue en détail aux pages 244 à 250 du compte administratif. Merci, chers collègues, pour cette présentation synthétique du compte administratif. Il reste. Là, tu as fait la section de fonctionnement. Oui, alors, Il faut nous faire la section d'investissement. alors, tu tournes la page. Et, oui, donc en section d'investissement, les dépenses, le montant des dépenses d'équipement s'effectue en 2025. S'élève à 7 753 510,52 €. Les principales dépenses d'équipement, bon, on va les retrouver dans une vue d'ensemble, page 20 du compte administratif. La vue d'ensemble d'investissement va se retrouver page 18 du compte administratif. Pour les recettes, en recettes d'investissement, le montant il est de 11 811 746,13 €. Et on aura la vue d'ensemble en page 20 du compte administratif. Je suppose de toute façon que vous avez eu les documents, donc vous avez dû étudier ça minutieusement. Voulez-vous des précisions, collègues? Y a-t-il des questions? Ouais, je ne vois pas trop. Monsieur Gracchus. Monsieur Gracchus, je pense que vous avez levé le doigt. Il me semble. Oui, monsieur. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Alors, permettez-moi de faire cette intervention qui appelle, il faut le dire, à la réflexion, comme chaque année, tant les données qui nous ont été apportées soulèvent un certain nombre d'interrogations et une forme, si puis-je dire, de circonspection. Il est aujourd'hui question de voter pour le compte administratif de 2025. À première vue, et en se basant uniquement sur les données qui nous ont été présentées, il laisse apparaître, effectivement, quand on va dans le sein des saints, si puis-je dire, il laisse apparaître un excédent au résultat global de clôture d'environ 741 208 €. Comme il a été mentionné par le lecteur, le compte administratif détient donc une section de fonctionnement excédentaire d'environ 14 millions d'euros en réalité, avec un ajout du report de l'année N-1, donc de l'année 2024 d'environ 5 millions, ce qui, reporté, totalise environ 19 millions d'euros. Et une section d'investissement qui, quant à elle, est déficitaire de 12 millions d'euros. Donc, pour permettre l'équilibre, la stratégie a donc été d'effectuer un virement pour pouvoir nihiliser le déficit de la dite section. Donc, l'excédent de 19 millions d'euros constaté au compte administratif, du moins dans la section de fonctionnement, ne correspond pas véritablement à un exercice clos. Quand on regarde, il traduit un résultat cumulé. Et ça a d'ailleurs été présenté. Et c'est à ce moment qu'intervient, si puis-je dire, une forme de finesse politique, non pas remarquable, mais tout à fait critiquable. Il est important de rappeler que, et vous l'avez d'ailleurs vous-même mentionné, que les finances publiques répondent, en plus des 5 principes, répondent à un principe qu'on appelle le principe de la sincérité, en plus de l'annualité, l'objectivité, etc. Il faut donc regarder, en fait, certains éléments, outre les fameux restes à réaliser. On peut parler des marchés signés, on peut parler également de factures, etc. Et c'est à partir de ce moment-là
que le sérieux de ce vote se juge sur ces données qui, malheureusement, que nous n'avons pas, en tout cas, en notre possession. Un excédent de fonctionnement de 19 millions d'euros ne peut pas être présenté automatiquement comme étant le signe d'une bonne gestion ou d'une excellente gestion pour autant. Donc, des interrogations doivent être posées. Parmi ces interrogations, on peut poser, par exemple, comme question, est-ce que les crédits ont tous été consommés? Est-ce qu'il y a des projets non réalisés qui, en réalité, gonfleraient les chiffres de manière artificielle? Y a-t-il des dépenses reportées ou non mandatées? Y a-t-il des services publics insuffisamment financés? Et je pense que quand on regarde autour de nous, la réponse est oui. Il peut traduire donc cet excédent de 19 millions d'euros, en réalité, ne traduit qu'une forme de sous-estimation, une sous-exécution budgétaire. Donc c'est là qu'il y a d'ailleurs le paradoxe entre idée, volontarisme politique et réalisation-réalité. Donc la commune, et je vous prends d'ailleurs à vos propres mots, où vous disiez que la commune n'a pas pour ambition ou n'a pas pour but de procéder ou du moins à accumuler durablement des excédents, mais à trouver un équilibre de façon à ce que les vœux et les volontés de la population ne soient pas insatisfaites. Donc la vraie question est de se poser: pourquoi autant d'argent n'a-t-il pas été transformé en actions concrètes, surtout quand on parle de la section de fonctionnement? Et c'est à ce moment-là même que je crois qu'il est quand même nécessaire de faire un tel constat, même si effectivement vous ne serez sans doute pas d'accord avec mes propos, mais il était quand même nécessaire de faire ce constat de façon à ce qu'on puisse avoir une lecture plus ou moins différente de celle que vous avez posée, qui peut être tout à fait également respectée. Donc, Monsieur le Président, considérant donc les éléments que je vous ai à l'instant mentionnés, notre groupe va donc voter contre ce compte administratif. Monsieur Gracchus, je comprends votre posture. Je dis bien que c'est une posture. Et c'est une posture politique que je comprends. Je peux l'expliquer dans votre rôle d'opposant, qui n'a rien à voir avec la réalité des chiffres. Premièrement, la clôture, ce n'est pas 19 millions. La clôture, c'est 741 208,02 €. Donc, à vous entendre parler, on penserait qu'il y a 19 millions aujourd'hui qui n'auraient pas été utilisés et qui seraient là à disposition du maire de Lamentin. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que disent les chiffres. Ce n'est pas vrai. Vous oubliez vous-même la période où vous disiez que la commune de Lamentin est coulée, parce que la commune de Lamentin a 15 millions de déficit. Et moi qui vous disais, c'est une période de transition qui ne concerne que les investissements et que nous attendons des recettes qui sont des recettes engagées, des restes à réaliser, mais qui ne sont pas encore arrivés. Mais ces 19 millions-là, c'est ça, en grande partie. Ça veut dire que les 19 millions que vous voyez là, quand vous dites qu'il n'y a pas eu de travaux, qu'il n'y a pas d'exécution, non, M. Gracchus, vous trompez. Ces 19 millions ont déjà été consommés, M. Gracchus. Dans tous les travaux, les routes que nous avons faites, les bâtiments à liture, les 80%, parce que nous sommes à peu près à 80% de l'école de Caillou, on n'a pas fini. Les 80% de l'école de Caillou, tout ce que nous avons fait, c'est l'accès. C'est consommé. Ce n'est pas de l'argent que nous avons là et que nous n'avons pas utilisé parce que nous n'avons pas travaillé. Non. Mais ce que nous avons fait,
c'est que nous n'avons pas attendu d'avoir les 19 millions pour travailler pour la population. Nous avons anticipé. Ça veut dire que nous nous sommes mis en difficulté, oui, c'est vrai, à une période. Je peux même vous dire que la trésorerie, on tirait la langue au niveau trésorerie pour pouvoir payer les fournisseurs, c'est vrai, parce qu'on a voulu faire pour la population et faire vite, parce que la situation était catastrophique. Les routes, ravines chaudes, parce que c'est pas 19 millions sur un exercice, hein, c'est sur plusieurs mandatures et plusieurs exercices, d'accord, tout ce que nous avons pu faire. À la Montagne, en termes d'investissement pour retrouver un niveau des équipements publics de la Montagne, la médiathèque, le ciné-théâtre, tout cela, il y a des travaux qui ont été réalisés, d'accord, et tout cela, nous avons fait cela en attendant l'arrivée, bien sûr, des subventions qui nous sont données. Les subventions ne sont données, ne sont versées qu'après avoir certifié les factures. Après, et d'ailleurs, je regarde Pascal qui fait la guerre tout le temps pour recevoir les subventions. Facture certifiée, facture certifiée, facture certifiée. Il faut faire certifier des factures. Mais quand vous certifiez les factures derrière, il faut payer les entreprises. Et les subventions arrivent après. Donc c'est ça le truc. Donc nous avons eu un gros rythme d'investissement. Ce gros rythme d'investissement a fait que nous étions en difficulté, mais qu'aujourd'hui ça va mieux. Mais c'est pas 19 millions hein, que nous avons à notre disposition. Ces 19 millions ont déjà été consommés. D'accord? Donc ça fait tomber bien sûr tout l'argument que vous avez déployé, mais c'est la réalité. Parce que vous allez les chercher, les 19 millions, ils sont plus là. Hein. Ils ont déjà été réalisés. Oui, Monsieur Gacus. Monsieur le Président, je reconnais là votre capacité à vouloir retourner mes propos. Je pensais avoir été clair, en tout cas, du moins, je pense en avoir été pour celles et ceux qui évitent de faire tout micmac intellectuel. En fait, comment dire, vous contredisez parfois en réalité. Aujourd'hui, vous dites que les finances qui ont été utilisées ont permis de mettre aux normes un certain nombre d'infrastructures publiques ici au Lamentin. Et pourtant, lors du dernier conseil municipal, l'un de vos adjoints au maire a avoué l'inverse. Donc, il faut qu'on sache véritablement ce qui a été fait. Je vais persister signe en disant que quand on regarde aujourd'hui les réalisations sur le territoire du Lamentin, on le dit, on le redit, elles sont non seulement perfectibles, voire en berne. Vous avez parlé de l'école de Cailloux en disant que l'école de Cailloux est arrivée à 80%. Ça fait quand même, je ne sais pas combien d'années, qu'on est toujours sur ce même groupe scolaire de Cailloux. À titre de comparaison, le groupe scolaire de Calvaire, qui a nécessité une démolition puis une construction, a duré 3 ans. Là, aujourd'hui, on est dans une espèce de complication, complexité. D'ailleurs, pour dire que je ne mens pas, vous avez vous-même inscrit à l'ordre du jour, au point numéro 8 ou 9, comment dire, le paiement d'une facture qui vous était demandée par un groupement enfin, je ne me rappelle plus exactement des termes. Donc, tout ça pour dire, en fait, qu'il y a une mauvaise gestion. Quand on passe, et je reste sur l'école de Cailloux, quand on passe de 7 millions d'euros qui étaient prévus pour ce groupe scolaire de Cailloux à aujourd'hui 14 millions, voire un peu plus, c'est qu'il y a eu une mauvaise gestion. Et ça, il faut le dire. Néanmoins, et ce sera mes derniers propos, je répète, je n'ai pas dit que le compte administratif 2025 est en déficit de 19 millions. Je parlais bien de la section de fonctionnement. Vous avez sans doute dû, comme disent certains jeunes, reset ce qui a été dit, mais je pense avoir été clair dans mes propos. Après, effectivement, comme je dis, vous parlez de posture, vous parlez de ma posture en tant qu'élu de la minorité, de l'opposition d'ailleurs, mais je suis également,
c'est pour répondre également à votre posture d'élu de la majorité. Donc, on peut ne pas avoir la même lecture. Je respecte votre lecture, respectez la nôtre. Merci. J'ai entendu vos propos et je maintiens ce que je dis. Je dis que vous vous trompez quand vous dites qu'il y a 19 millions d'euros aujourd'hui d'excédent parce que nous n'avons pas travaillé, comme si on a laissé l'argent là et on n'a pas travaillé. Et je vous dis, ces 19 millions d'euros aujourd'hui, eh bien, ont déjà été en grande partie, en très très grande partie, consommés parce que nous avons beaucoup travaillé et que nous avons anticipé. Voilà. Donc, il n'y a pas 19 millions d'euros dans les caisses, comme vous l'avez laissé entendre, qui dorment parce qu'on ne fait pas ce qu'il y a à faire. Le résultat de clôture est de 741 208 et non de 19 millions. Y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, collègues, je vais me lever et laisser la place pour Monsieur le Premier adjoint pour faire voter le compte administratif et reconnaître la concordance entre le compte administratif et le compte de gestion du receveur. Par contre, je voudrais signaler une chose, juste avant de partir, qui fait partie quand même du débat. Il y a deux sections, la section de fonctionnement et la section d'investissement. La section d'investissement, c'est la capacité à conduire les projets et à les réaliser. Sur cette partie-là, on peut être dépendant des marchés publics et des entreprises et de la qualité, de la responsabilité des entreprises avec lesquelles on travaille. Ça a été le cas sur l'école de Caillou, où effectivement, nous avons subi à plusieurs reprises la défaillance de certaines entreprises. Je ne reviendrai pas là-dessus. C'est quelque chose que nous avons géré et on s'en sort. Là où on apprécie la capacité, la qualité de gestion d'une collectivité, c'est son budget de fonctionnement. Où là, bien sûr, on regarde les efforts réels qui sont faits et la qualité de la gestion et de la maîtrise des finances publiques. Et ma grande satisfaction, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la mairie de Lamentin, et ça depuis quelques années, affiche un budget de fonctionnement totalement maîtrisé, je dirais même piloté, et avec un excédent affiché d'année en année, et qui nous permet, bien sûr, de financer nos investissements. Et je remercie pour cela, bien sûr, l'ensemble de l'équipe, à la fois, déjà, les élus qui ont des délégations. Ça veut dire que dans leurs délégations et dans la manière dont ils gèrent leurs dépenses dans leurs délégations, ils pilotent bien et ils maîtrisent bien. Et je félicite Monsieur le DGS, je félicite Pascal, notre DAF, Madame Toujours, et tous les autres services qui ont permis effectivement qu'aujourd'hui, le budget de fonctionnement de la ville de Lamentin soit un budget de fonctionnement exemplaire. Je dis bien exemplaire. Et avec une bonne maîtrise de la masse salariale, même si ça devient de plus en plus compliqué, mais la ville de Lamentin a des ratios qui sont l'un des meilleurs ratios de la Guadeloupe, voire même de la France. Merci pour ce travail-là. On laisse le président sortir. Chers collègues, nous allons passer au vote. Donc, vous avez entendu le résultat, un résultat de clôture
cumulé de 741 208 € en positif. Qui vote contre? Qui s'abstient? 3 votes contre, plus une abstention. Voté à l'unanimité, moins. Donc vous avez une procuration, non? Monsieur Glorieux a une procuration, ça fait 4 votes contre et une abstention. OK, merci, chers collègues. Président, vous pouvez revenir. Il est descendu. Merci pour votre confiance, chers collègues. Nous allons donc poursuivre avec le point 3. Merci Bruno. Pour l'affectation des résultats de l'exercice 2025. Bruno Féliciane, tu as la parole. Merci, Président. Les articles L2311-5 et R2311-11 et suivants du Code général des collectivités fixent les règles de l'affectation de résultats. Ce sont des écritures récurrentes. Après avoir voté le budget, on doit faire des affectations. Pour rappel, les résultats cumulés au 31 décembre 2025 conformes au compte de gestion se présentent comme suit. Un excédent de fonctionnement de 19 605 811 et un déficit d'investissement de 12 04 796,37. En conséquence, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'affecter comme suit les résultats du compte administratif 2025. Les 19 605 811 en R02, excédent de fonctionnement reporté, et le moins 12 04 796,37 en D01, déficit d'investissement reporté. Le conseil municipal est invité à en délibérer. Y a-t-il des questions, collègues? Il n'y a pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 4 contre et une abstention. Donc, voté à la majorité. Merci, chers collègues. On passe au point suivant, qui est le point numéro 4, approbation du budget supplémentaire 2026. Richard, tu as la parole. Le budget supplémentaire a pour objet essentiel de reprendre les résultats dégagés au compte administratif de l'exercice précédent, d'intégrer les restes à réaliser et d'ajuster, comme toute décision modificative, les crédits votés au budget primitif. Sa présentation est identique à celle du budget primitif et l'Assemblée sera amenée à voter les seules propositions nouvelles figurant sur ce document budgétaire. Présentation générale du budget. Le total des crédits proposés par chapitre et par opération est le suivant. Alors, pour les sections de fonctionnement, chapitre 011, charges à caractère général pour 1 629 102,19 €. Chapitre 02, charges de personnel pour 1 150 000. Chapitre 65, autres charges de gestion courante pour 340 000 €. Chapitre 66, charges financières pour 16 813,63 €. Chapitre 23, virement à la section d'investissement pour 17 938 273,18 €. Chapitre 42, opération d'ordre de transfert, les amortissements pour 180 000 €.
le tout pour un total de 21 254 189 €. En recettes, chapitre 70, produits des services des domaines, pour 42 510 €. Chapitre 73, impôts et taxes, 1 030 000. Chapitre 74, dotation et participation, pour 575 868 €. Le tout pour un total de 1 648 378 €. Et dans la section d'investissement, on retrouve le chapitre 21, le virement qui vient de la section de fonctionnement, en recettes pour 17 938 273 €18. Et chapitre 024, produits des cessions d'immobilisation, on est toujours en recettes, pour 946 330 €. Chapitre 40, opérations d'ordre amortissement, pour 180 000 €. Et dans la colonne dépenses, toujours en investissement, on va retrouver le total. Alors, c'est plutôt l'immobilisation incorporelle pour 138 €20 et les titres et participations pour 62 000 €. Le tout pour un total de 200 020. Alors, en affectation du résultat de balance générale, on retrouve bien les 741 208 €02 qu'on a vu précédemment dans le report. Le conseil municipal est invité à en délibérer. Oui, je suis d'accord. Fini? Y a-t-il des... Oui. Les différents détails, vous pouvez les trouver effectivement dans les colonnes dans la page 14 à 22 du budget et dans les colonnes propositions nouvelles. Merci Richard. Donc là, nous sommes bien sûr au budget supplémentaire. D'habitude, le budget supplémentaire est voté deuxième semestre, hein, Madame Toujours. Cette fois-ci, on le vote premier semestre. Est-ce qu'il y a des questions, collègues, par rapport à ça, par rapport au budget supplémentaire? Tout est clair alors? Donc, nous avons un budget supplémentaire, je tiens à le dire quand même. Aujourd'hui, qui, logiquement, nous permet, Madame Toujours, je ne me trompe pas, de finir l'année en respectant nos engagements par rapport aux travaux que nous avions déjà lancés sur le budget primitif. C'est bien cela. Et nous restons fidèles à cela. Je tiens à le dire, collègues, je veux être précis, la presse est là, le dire devant vous. Le budget supplémentaire est un budget prudent, c'est bien cela. Nous avons voulu être prudents, ce n'est pas parce que nous avons 741 000 € en excédent de clôture
que nous allons sauter de joie et faire n'importe quoi. Voilà. Nous vivons dans un monde aujourd'hui compliqué, difficile. On n'est pas à l'abri de surprises. D'accord? Notamment par rapport à tous les grands travaux que nous lançons aujourd'hui, le monde du BTP va mal. Très, très mal. Les coûts en matière de travaux, et nous en avons programmé, risquent de subir des augmentations aujourd'hui que nous ne pouvons peut-être pas prévoir. La fermeture de la carrière est explosif en Guadeloupe. Explosif. La fermeture de la carrière fait exploser les prix et ça devient de plus en plus compliqué. D'ailleurs, compliqué, heureusement que nous avions pris de l'avance sur les réalisations des routes, puisque ça va être très compliqué très prochainement pour réaliser des routes, puisque les prix vont être multipliés c'est pas par deux, hein, au moins par trois. Je peux vous le dire très sincèrement, et ce sera valable pour tout ce qui concerne le BTP. Donc, c'est pour cela que nous sommes très prudents. Et ça, c'est pas la posture, ça, c'est la réalité, et c'est la difficulté de notre pays aujourd'hui, et qui va peser énormément sur les finances des collectivités, mais qui va peser sur l'emploi, collègues. Il faut savoir que ça va peser sur l'emploi parce qu'aujourd'hui, les marchés, il faut savoir que les entreprises de travaux publics sont des entreprises qui dépendent à 80%, voire à 90% de la commande publique. Et là, la commande publique a freiné énormément. Énormément. Et que nous, politiques, je dis ça pour ceux qui aujourd'hui ont des responsabilités et aspirent à des responsabilités, nous aurons certainement une crise sociale à gérer en Guadeloupe qui sera de très forte ampleur dans 1 an à 2 ans. Et langue à moins pas langue arabite, mais ce sera un séisme de forte magnitude si ça continue comme ça. On va voter le budget supplémentaire. Donc, tout ça pour vous dire que le 2, il y a une grande réunion avec le conseil départemental d'État, conseil régional, l'association des maires et le monde du BTP pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Quand la matière n'est pas là, quand la matière première n'est pas là, ça va être très compliqué. Oui, M. Ougouignan Zadig. Donne le micro au collègue, s'il te plaît. Oui, bonsoir. Juste quelques questions. Il y a eu la commission finances qui a été créée. Je n'ai pas vu passer la convocation avant le vote de ce budget. Ce n'est pas une obligation, mais c'est assez souvent recommandé. C'est là où on peut poser des questions, faire des remarques, pour éviter de trop longs conseils, puisque quand même un budget, c'est la phase la plus importante dans la mandature. J'avais juste quelques interrogations rapides sur le BS. Je vois que les charges un peu de personnel vont augmenter d'environ 1 million, 1,15 million. Savoir un peu quels sont le nombre de créations de postes, ou est-ce que c'est des titularisations, et l'évolution globale en fait entre 2020 et 2026. Les charges générales, elles également, elles vont augmenter d'environ 1,6 million. Donc savoir un petit peu c'était dû à quoi? Est-ce que c'est des prestations? Est-ce que c'est le coût des matières, un peu comme vous veniez de le signaler tout à l'heure? Quel type de dépenses? Et puis, je vois également de nouveaux financements qui vont se faire, mais via une cession d'environ 1 million. Donc, savoir un peu à quoi ça correspondait, comme c'est des nouvelles dépenses ou recettes
Voilà ce que je pourrais dire pour le moment. Ouais, merci, collègue. Donc, en fait, quand on a créé la commission finance, le budget supplémentaire était déjà... Voilà, donc, c'est pour cela, effectivement, que le budget supplémentaire n'a pas été étudié en commission finance, mais la commission finance se réunira très prochainement déjà pour préparer le budget primitif de l'année prochaine, parce que tout de suite, d'ici le mois de septembre, quand on va reprendre, on va commencer déjà à préparer le budget primitif de l'année prochaine, et la commission finance va pouvoir se réunir. La commission finance ne s'est pas réunie sur le budget supplémentaire, parce qu'en fait, quand on a créé la commission, le budget était déjà établi. Donc, c'est le calendrier, on va dire, politique électorale, temps de création, etc., qui a fait que, voilà. Ensuite, c'est une très bonne question, collègue, sur les charges de personnel. Et là-dessus, je ne pourrais pas t'apporter la réponse aujourd'hui, mais elle te sera apportée en commission de finances, parce que j'ai demandé à mon DRH qui n'est pas là de me produire une note là-dessus qu'on n'a pas encore eue, puisque nous avons ajouté ce montant-là par rapport à la tendance que nous avons vue, d'accord? Mais la tendance, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, mais il faudra aller plus dans le détail. Alors, l'un des facteurs déjà qu'on peut dire, c'est la mise en place du CIA. Donc, le CIA qui a fait faire, bien sûr, un bond quant aux indemnités. Donc, il y a un facteur important lié au glissement, vieillissement, technicité. Donc, il y a un facteur très important lié à cela. Mais je veux faire un point effectivement par rapport aux effectifs, puisque je pense que par rapport aux effectifs, il y a eu... mais ce ne sont que des suppositions, hein, collègues. Il y a eu un retard dans les départs à la retraite qui était programmé par rapport aux embauches. Donc, ce sont des départs qui ont été différés dans le temps. C'est la volonté des gens qui peut-être voulaient partir, pas peut-être qui voulaient partir, qui ne sont pas partis. Donc, ça, je suis sûr par contre de cela, de ces départs différés. D'accord? Mais il faut les peser pour voir effectivement qu'est-ce que ça vaut. Mais pour ces départs différés, ça c'est sûr. Donc, il y a des explications. Ceci dit, quand même, le ratio reste bon. Le ratio reste bon par rapport, je pourrais dire, à la tendance, mais le ratio reste bon parce que les recettes ont augmenté. C'est ça. Donc, on ne peut pas se contenter de ça. Hein? On ne peut pas se contenter de ça. Il faut analyser plus en profondeur. D'accord? On ne peut pas se contenter de ça. Donc, il y a d'autres effets qu'il faut intégrer, qui sont des effets liés à des obligations légales, notamment les prises de participation pour à la fois la santé, hein, donc complémentaire santé, et une deuxième complémentaire, je ne sais plus, il y en a deux, où l'État oblige aujourd'hui les collectivités de prendre en charge une partie, effectivement, qui avant était prévoyance et santé, sur les deux, voilà, les deux complémentaires, complémentaire prévoyance, complémentaire santé, où aujourd'hui nous prenons en charge ce qui était normalement à 100% avant, totalement à la charge des salariés. Voilà. Et la mairie de Lamentin a été exemplaire, puisque c'est 17 € par agent, 15 € par agent qui était prévu en moyenne, et qui était prévu par agent, et nous sommes à 22, c'est ça, hein? Nous sommes à 22 €. 22 € par agent. Donc ça aussi, ça a un coût. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, le DRH doit nous produire une note, donc en commission de finances, vous aurez la note pour savoir exactement quelle a été la cause de... Ensuite, tu as posé une question sur une recette exceptionnelle, une cession. Oui, nous l'avons voté ici, c'est une cession sur un terrain de cailloux pour un lotissement. Voilà. C'est bien. Monsieur Gélabal n'est pas là, mais je ne peux pas te donner trop de détails précis, mais c'est une session pour un terrain de cailloux. C'est passé ici en conseil municipal déjà, hein, cette session-là. C'est ça. C'est bien ça. D'accord. Il me semble que tu avais posé 3 questions. Non, j'en ai oublié une. Non? C'est bon? J'ai répondu à toutes les questions. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, collègues? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
un vote contre et... Oui, j'ai vu. Ah oui, 2 parce que, voilà, 2 votes contre et 3 abstentions. Merci. Donc, voter à la majorité. Le point numéro 5. C'est notre collègue Samuel qui a la parole pour le protocole d'accord transactionnel entre la ville de Lamantins et le groupement de maîtrise d'œuvre du groupe scolaire de Caillou. Merci. Merci, Président. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, les invités. Dans le cadre de l'opération de construction du groupe scolaire de Caillou, le groupement de maîtrise d'œuvre composé de l'atelier d'architecture Berthelot Mika Célestine, mandataire, Delta Ingénierie et Texol Antilles, a été lauréat du jury du concours pour l'obtention du marché de maîtrise d'œuvre. Le groupement a présenté à la commune une mémoire en réclamation sollicitant une indemnisation complémentaire au titre de l'allongement exceptionnel de la durée du chantier. Cette demande était fondée sur les prestations supplémentaires de direction de l'exécution des travaux, de visa et d'ordonnancement, pilotage et coordination rendues nécessaires par les difficultés rencontrées au cours de l'opération, à savoir les retards de chantier, les interruptions de travaux dues notamment à la Covid-19 et les augmentations du prix du fait de l'évolution du marché des matières premières provoquées par la guerre en Ukraine. Le montant total de la réclamation présentée par le groupement de maîtrise d'œuvre s'élevait à 572 221,67 € hors taxe. À l'issue de plusieurs échanges conduits entre la commune de Lamantins et le groupement de maîtrise d'œuvre, la commune souhaite transiger à la hauteur de 330 000 € hors taxe. Ce protocole permettra de mettre fin aux différents opposants, les parties, d'éviter une procédure contentieuse longue et coûteuse, de sécuriser la poursuite des missions de maîtrise d'œuvre jusqu'à l'achèvement de l'opération, d'assurer la continuité du chantier et le respect du planning prévisionnel de réception fixé au mois de janvier 2027. 23 rapports de présentation du Conseil municipal du 29 juin 2026. De préserver les intérêts financiers de la collectivité en limitant significativement le montant de la réclamation initiale. L'économie réalisée par la commune dans le cadre de cette négociation s'élèverait à 242 221,67 € hors taxe par rapport au montant initial réclamé. Le protocole transactionnel prévoira également la renonciation du groupement de maîtrise d'œuvre à toute réclamation complémentaire relative aux prestations supplémentaires ayant fait l'objet de la négociation. Le conseil municipal autorise le maire à transiger à hauteur de 330 000 € hors taxe. Le conseil municipal est invité à délibérer, c'est ça? Oui, oui. D'accord, tout à fait. Merci. Merci à tous. Y a-t-il des questions, collègues? Monsieur Glorieux. Merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, il y a quelque chose qui m'échappe, Président, c'est parce que c'est un chantier initialement, si je me trompe, vous me direz, qui était à 8 millions d'euros environ. Et à son arrêt, en 2024, était déjà à près de 14 millions. Et ce qui justifiait cet emballement de l'augmentation du prix du chantier, c'était les mêmes éléments qu'on retrouve dans le rapport, c'est-à-dire
Covid-19, guerre en Ukraine, etc. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on puisse à nouveau se trouver en situation de négocier ce protocole d'accord transactionnel. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est une remarque. La deuxième question, la première question, ce serait, pendant les 2 ans d'arrêt, le chantier s'est dégradé. Est-ce que ces éléments-là ont été pris en compte? Sinon, qui c'est qui porte la charge en termes financiers? Alors, la première question, elle est très intéressante parce qu'elle permet effectivement de faire la lumière. Alors, effectivement, là, il ne s'agit pas d'entreprise de travaux. Il s'agit de la maîtrise d'œuvre, de l'OPC et autres, c'est que du travail intellectuel, de l'ingénierie, du suivi, du contrôle, de la programmation, c'est que du travail intellectuel. Et en fait, les entreprises de travaux, elles, avaient justifié et avaient pu justifier des coûts qui ont fait effectivement que ça avait provoqué l'augmentation du chantier. Et en respectant bien sûr le code des marchés publics et avec le contrôle de légalité, nous avons pu régler cette affaire-là. Mais en ce qui concerne le travail intellectuel, c'est-à-dire le travail de l'architecte, des ingénieurs et autres, il n'y avait pas eu de répercussion de coût. Puisqu'à l'époque, j'avais refusé. Et c'est pour ça qu'ils le disent là-dedans. Ils le disent, à l'époque, j'avais refusé, pas refusé de manière définitive, mais refusé en leur disant que, comme c'est du travail intellectuel, et que les travaux ne sont pas terminés, qu'il va falloir qu'ils nous prouvent, juste avant, quand les travaux seront terminés, le surplus de travail que ça a provoqué et qu'on allait négocier. Ceci dit, ce sont des entreprises comme toute entreprise et il y a eu cette malfaçon sur le chantier qui a été le chantier pendant 1 an, des négociations pour la reprise du chantier et il se trouve que qui a mené les négociations, c'est le maître d'œuvre. Donc ça fait une charge de travail supplémentaire. Parce qu'une fois qu'il y a eu des malfaçons sur le chantier, le maître d'œuvre est obligé, lui, de mener les négociations, de mener les discussions, de reproduire un certain nombre de documents, etc., pour relancer des mémoires, pour relancer le chantier. Et le maître d'œuvre est revenu à la charge pour dire que j'avais déjà fait une réclamation de 500 et quelques mille euros après le Covid et l'Ukraine, etc. Vous aviez refusé en disant oui, mais le temps a passé, etc. Donc vous comprenez que le maître d'œuvre, là, disait que bon, maintenant quand même, moi j'ai des employés, j'ai du monde à payer, on a travaillé et on peut justifier le travail qu'on a fait. On demande effectivement que la mairie prenne en charge la surcharge de travail que nous avons eue. C'est dans ce cadre-là, bien sûr, que nous avons négocié, discuté, échangé, et que le montant qu'ils avaient proposé, qui est de 500 et quelques mille euros, nous n'avons pas accepté de payer ce montant-là. Nous avons accepté aujourd'hui de transiger à hauteur de 330 000 euros. Mais prudence, prudence. On ne sait pas encore, quand le chantier sera terminé, qu'est-ce qu'il pourrait nous produire comme note. Parce qu'on ne sait pas le nombre de mémoires qui restent encore à rédiger, le nombre de travail qui reste à faire. Donc on est très prudent à ce niveau-là. Mais ce qu'on propose là aujourd'hui, effectivement, tient compte de ce qu'on pourrait accepter comme justification par rapport à ce qui a été réalisé. Et qui n'est pas, on disait qu'il n'est pas définitif. Oui. Donc c'est transigé pour faire redémarrer les travaux. Voilà. En ce qui concerne la deuxième question, tant que le chantier n'est pas réceptionné, tout ce qui se passe sur le chantier, c'est de la responsabilité du maître d'œuvre et de ceux qui sont sur le chantier. Ce n'est pas de la responsabilité de la mairie.
C'est pour cela d'ailleurs que aujourd'hui, les malfaçons qui ont été réalisées, ça a pris du temps, mais les malfaçons sont prises à charge et supportées par l'entreprise, non par la mairie. Les coûts dont nous parlons là n'ont rien à voir avec les malfaçons. Les coûts dont nous parlons là, ce sont des coûts liés, bien sûr, comme il l'a dit, les coûts d'exécution. Je ne parle pas des coûts liés à la maîtrise d'œuvre. Les coûts liés aux entreprises, ce sont des coûts essentiellement liés aux marchandises et au retard du fait de la Covid-19 et de l'Ukraine. Et il a oublié d'ajouter aujourd'hui, peut-être demain, on ne sait pas, la carrière d'EDF qui n'est pas encore là-dedans. Voilà. Oui, Monsieur le Président. Mais il me semble que normalement, au début de la convention, la facture de l'AMO s'est fixée sur un pourcentage du chantier. Donc, ce qui veut dire que l'augmentation du chantier générait automatiquement une remise à niveau de ses rémunérations. Donc, ce qui veut dire qu'en principe, ça veut dire qu'il aurait dû trouver son compte dans les augmentations diverses qu'a subi ce chantier. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Non, c'est sur un temps de travail par rapport au nombre de mémoires qu'il doit réaliser, nombre de suivis, nombre de réunions, etc. Donc c'est sur, c'est pas un pourcentage par rapport au prix du chantier. Sinon, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher que ça. Hein. Heureusement, mais c'est pas ça. Ah non, c'est pas. Non, le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, si on devait aller faire une augmentation liée au pourcentage d'augmentation qu'a connu le chantier, on serait à plus d'1 million d'euros à lui donner aujourd'hui. Là, nous avons cette capacité de transiger autour de 330 000 euros, mais ce serait plus d'1 million d'euros à lui donner. Non, c'est pas sur ça que c'est calculé. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Sinon, ça aurait été automatique. Y a-t-il d'autres questions, collègues? Juste par rapport à ce chantier, comme je prends un peu en cours le dossier, on en est à combien aujourd'hui sur le coût de la construction de cette école? Alors, le coût est prévu à 14 millions aujourd'hui. Donc, au départ, on était à 8 millions, on est monté à 11 et après, aujourd'hui, 14. Ceci dit, bon, 14 millions, mais je tiens à le préciser quand même, la participation de la mairie, Pascal, on est de combien la participation de la mairie? De 1 700 000 euros, je ne sais plus. Pascal? Ah, il cherche. Non, sans le terrain, Pascal. Uniquement les travaux. Uniquement les travaux, 1,5 million. 1,5 million, voilà, je n'étais pas loin. Voilà, c'est 1,7 million avant. Donc, la participation de la mairie est de 1,5 million, voilà. Donc, ça veut dire que c'est un projet qui est bien cofinancé. Y a-t-il d'autres questions, collègues? Bon, j'ai dit d'enlever l'achat du terrain parce que ça ne fait pas partie effectivement comment je peux dire, de l'assiette éligible aux subventions. Voilà. On peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Donc, adopté moins 4 abstentions. Alors, on s'entend bien que la délibération, c'est pour autoriser le maire à transiger. Okay. Le point suivant, qui est le point numéro
Le point numéro 6, TS Voice de voix en voix. Didier Maricel fait la présentation. Merci, Monsieur le Président. La ville de Lamentin place l'accompagnement des publics éloignés de l'emploi au cœur de son action en développant des initiatives favorisant l'insertion sociale et professionnelle. Dans ce cadre, il est proposé de soutenir la mise en œuvre du projet TS Voice de voix en voix porté par la structure Neti Prod Saul de Tania Saint-Val. Ce projet sera mené en partenariat avec le Conseil départemental de la Guadeloupe dans le cadre du dispositif Atelier parcours d'insertion, visant à favoriser la levée des freins à l'emploi, le développement des compétences transversales et l'accès à un parcours d'insertion durable. Destiné à un groupe de 12 femmes bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA, âgées de 25 à 50 ans, ce programme vise à renforcer leur autonomie, développer leurs compétences relationnelles et favoriser leur insertion sociale et professionnelle. À travers un accompagnement fondé sur la voix, l'expression corporelle et la valorisation personnelle, les participantes seront amenées à améliorer leur aisance à l'oral, leur posture professionnelle, leur capacité à prendre la parole en public ainsi que leur confiance dans les situations du quotidien et de recherche d'emploi. Le programme prévoit la réalisation de 16 séances de coaching, à la fois au niveau des ateliers de coaching vocal, des ateliers d'expression corporelle, un travail sur l'image et la posture professionnelle, une restitution finale sous forme de spectacle. Le projet est porté par Mme Tania Saint-Val, artiste reconnue sur le territoire, dont l'expérience et l'engagement constituent un atout pour la mobilisation et l'accompagnement des participants. Cette action s'inscrit pleinement dans les orientations municipales en matière d'insertion sociale et professionnelle, ainsi que dans les objectifs du programme départemental d'insertion 2022-2028. Le coût global de l'opération s'élève à 16 264,20 € TTC. Le budget prévisionnel prévoit les dépenses suivantes. Atelier de coaching vocal, on aura 16 séances. Atelier d'expression corporelle, 16 séances. Coaching sur l'image et la posture professionnelle. Restitution finale sous forme de spectacle. Donc voilà pour un total de 16 264,20 €. Le financement est prévu par un apport de la commune de 60% à hauteur de 9 758,52 € et le conseil départemental 40% pour un montant de 6 508,68 €. Le conseil municipal est invité à en délibérer. Alors, je précise aussi que le RSA est de la compétence au niveau de l'accompagnement du conseil départemental, d'où le financement de 6 505,68 €. Et pour information, l'action va débuter sûrement au mois de septembre, durant le mois de l'insertion. Et la restitution finale est prévue, si tout va bien, en décembre, fin décembre, pour Noël Montimbel. Donc voilà les éléments que je voulais vous apporter. Merci. Merci. Des questions, collègues? Oui, collègue Gracchus. Merci, Monsieur le Président. Donc, 12 femmes bénéficiaires du RSA. Alors, deux questions. Pour quelles raisons 12, premièrement, et sur quels critères ces personnes, au-delà du fait qu'elles soient bénéficiaires du RSA, sur quels critères ces personnes sont désignées afin de pouvoir bénéficier de ces séances avec notre artiste guadeloupéenne, Tania Saint-Val? Oui, alors déjà pour préciser, bon, Tania Saint-Val, c'est elle qui porte le projet, mais elle n'est pas seule. Vous avez vu, il y a plusieurs ateliers, donc chaque atelier, il y a un coach pour... ils sont 3 ateliers, je crois, donc ils sont 3 coachs, si je ne me trompe pas. Ils sont 4 coachs. Il y a 4 ateliers, donc 4 coachs, selon les spécialités. Après, il y a des critères, mais ça, c'est des critères, je ne sais pas si le service peut répondre, mais il y a des critères d'éligibilité, bien sûr, parce que, voilà, c'est un public qui est sélectionné en fonction des besoins du public. Donc, attends, tu as... Voilà. Oui, tu peux prendre un micro. Donc, présente-toi, Madame Mandu. Bonsoir à tous. Céline Bajazé, responsable du service insertion et médiation sociale. Alors, le nombre de 12, parce qu'en atelier, on ne peut pas avoir un trop grand nombre de personnes pour que ça soit efficace. Voilà, c'est déjà dans un premier temps. Et ensuite, concernant la sélection, ça sera
le public bénéficiaire du RSA, des personnes qui sont en situation de chômage de très longue durée, qui ont souvent rencontré en fait, des difficultés à entrer en emploi ou qui ont raté très souvent des entretiens professionnels. Des personnes qui sont suivies depuis un très long moment par leur conseiller du conseil départemental. Va se réitérer dans le futur. Alors pour l'instant, on sera à notre première action. On va voir déjà comment ça va se dérouler. Et sachant que c'est un travail vraiment qui aura à la fin une restitution, on pourra vraiment jauger si cette action-là apporte une plus-value. Je pense que ça le fera, mais on verra en tout cas les fruits. Et à ce moment-là, on saura effectivement si on pourra réitérer l'action. D'accord. Donc ce sont des Lamentinoises. Hein, oui. D'accord. Okay, oui. Merci. Merci, Madame Bajazé. A-t-il d'autres questions, collègues? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, c'est ça? Oui, parce qu'il y a une procuration. Merci beaucoup. On passe au point suivant, qui est le point numéro 7. Subvention attribuée aux associations pour l'aide au fonctionnement dans le cadre d'un contrat d'objectifs. Rodrigue, tu as la parole. Président, bonsoir à tous. Afin de promouvoir le développement des activités physiques, sportives et culturelles, la ville de Lamentin apporte des aides aux associations et clubs locaux par le biais d'aides diverses, mises à disposition de personnel, d'installations et de matériel, mais également au travers de différents concours financiers, subventions de fonctionnement exceptionnelles spécifiques. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'allouer une subvention à l'association des jeunes de Castel, AJC. Pour sceller ce partenariat, la ville de Lamentin a décidé d'établir une convention d'objectifs fixant clairement les engagements de deux parties, l'une envers l'autre. Ce contrat permettra d'avoir un partenariat direct avec la collectivité et un engagement des partenaires pour lequel il a été conclu. Le montant devant être attribué à l'association citée ci-dessus, l'AJC donc, 10 000 €. Cette subvention est consentie pour l'aide au fonctionnement de l'association sur l'année 2026. Le maire propose à l'Assemblée de bien vouloir délibérer sur l'octroi de la subvention de fonctionnement à l'association des jeunes de Castel, l'AJC. Merci, collègues. Y a-t-il des questions, collègues? Donc, il faut savoir que l'AJC... Ah, Emmanuel, est-ce que... Non, vas-y. Merci. Alors oui, juste une question. Bien évidemment, je voterai pour aider le club de l'AJC. En revanche, qu'en est-il du stade en lui-même? Stade Lamantinois? Non. Là où joue l'AJC. Ah, d'accord. Le terrain. Le terrain, d'accord. En lui-même. J'ai vu qu'on a fait l'accès au terrain. Mais le terrain en lui-même, l'infrastructure, est-ce qu'on a prévu dans les années à venir, proches, quelque chose pour... voilà. Alors, on a eu une réunion de travail dernièrement avec l'AJC. Et il y a des travaux qui ont été arrêtés, surtout en matière de sécurité. Surtout en matière de sécurité. Donc, il y a des améliorations qui sont prévues et à court terme. Donc, j'espère que, bien sûr, ça va respecter le cours, dans le terme, que ça se fera assez rapidement. Il y a des choses qui sont déjà engagées. Donc, pour répondre à ta question. Ensuite, je profiterai, c'est ce que j'allais dire, pour féliciter l'AJC, parce qu'il faut savoir que l'AJC aujourd'hui est le deuxième club de Lamentin qui est dans le championnat et est monté en R2 aujourd'hui. Et que, voilà, peut-être qu'on aura un derby lamantinois. Peut-être. Ça dépendra des tirages, c'est ça. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, félicitations pour l'AJC, félicitations bien sûr pour les dirigeants de l'AJC, tous les footballeurs et les joueurs de l'AJC.
C'est un grand bravo. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je demanderai à ceux qui sont... Oui, tu voulais dire quelque chose? Est-ce qu'il est prévu de signer un contrat d'objectif avec la justice? Alors, le contrat d'objectif, c'est à partir de 20 000 euros. Je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça? 23 000. Hein, à partir de 23 000 euros. Donc, on ne va pas compliquer les choses aujourd'hui, mais si on devrait monter cet avoir, oui, on fera un contrat d'objectif. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là, sauf que, même s'il n'y a pas de contrat d'objectif, il y a à justifier quand même l'utilisation des subventions. Voilà. C'est par rapport au titre de l'objet qui est mentionné. Ah. Donc, il faudra juste modifier. Il faudra, oui, parce que s'il n'y a pas de contrat d'objectif, voilà, il faut faire attention. Avant de passer au vote, qui est ici est au conseil d'administration de la JC? Ah, il s'est déjà déporté. Et M. Francione n'est pas là. Donc on peut oui. On peut procéder au vote sans difficulté. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Le point suivant, qui est le point numéro 8, modification du plan de financement concernant l'installation d'un mobilier urbain solaire intelligent. Patricia, tu as la parole. Bonsoir à tous. Par délibération numéro 2024-0563 en date du 24 mai 2024, la commune de Lamentin a approuvé le plan de financement relatif à l'acquisition de 10 mobiliers urbains solaires intelligents afin de mettre en avant son engagement sur la transition écologique et de réduire la facture numérique avec ses administrés, tout en préservant et en valorisant sa biodiversité. Ce projet permet d'offrir un nouveau service aux usagers de passage ou permanents sur le territoire. Ces derniers pourront recharger leurs appareils électroniques gratuitement dans 9 espaces publics via une borne de recharge solaire. Ce mobilier est entièrement autonome grâce à un générateur photovoltaïque et offre la possibilité d'avoir une fonction de stand communiquant par un affichage fixe et dynamique sur un écran digital. Les informations diffusées porteront sur les acteurs économiques du territoire nord-Basse-Terre de la ville de Lamentin et des messages de sensibilisation à la protection de l'environnement et aux éco-gestes. Les 10 mobiliers urbains intelligents seront installés dans les espaces publics fréquentés, annexes mairie, baie de Blachon, maison France Service, espace vert de la rue Jean Jaurès, espace aménagé RD2, ciné-théâtre, parc de la Verdure 2, rue Paul Valentino, square de Crâne. À travers ce projet, la ville et la zone nord-Basse-Terre, nord-Basse-Terre verra son image et son activité renforcée grâce à cette solution innovante. Les matériaux composant ce mobilier urbain sont durables, métal, bois et recyclables. Ce mobilier s'intégrera sur sa propriété dans le paysage urbain et naturel du territoire. Ce projet s'inscrit d'une part dans le programme opérationnel FEDER FSE 2021-2027, priorité 5, une Guadeloupe plus proche des citoyens par l'encouragement du développement durable et intégré de tout type de territoire et d'initiatives locales, et d'autre part dans la stratégie territoriale portée par la CANBT. Le plan de financement proposé, FEDER, axe 5, montant
78 240 €, un pourcentage de 80%. Autofinancement, montant 19 560 € à un montant de 20%. Total, 97 800 pour un pourcentage de 100%. Le maire propose au conseil municipal d'approuver le plan de financement pour l'installation d'immobilier urbain solaire intelligent. Le conseil municipal est invité à en délibérer. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Y a-t-il des questions, collègues, sur le projet? Je ne vois pas toutes les mains. Il n'y a pas de questions? Ah, vas-y, vas-y. Pour moi, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Est-ce que l'espace aménagé RD2 ne mériterait pas une précision? Tu as dit espace aménagé. RD2. Est-ce que ça ne mérite pas une précision? Parce que espace aménagé RD2. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de... Il faudrait lui trouver un nom, mais ça va certainement se décider de façon collective par l'équipe. Il y a des propositions qui sont faites, après il faudra l'adapter. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'identité ou d'identité particulière. Mais parce que, non, parce que quand je lis espace aménagé RD2, mais je ne vois même pas où ça se trouve. C'est la route départementale. C'est sur la route départementale. Donc on est en train de faire l'aménagement pour créer quelque chose, mais pour l'instant... Ça n'a pas encore de nom. Ah ben oui, maintenant il y a la précision, je vois où c'est, mais il fallait quand même que je demande la précision. Oui, Il me semble. La RD2 est longue. C'est ça. Mais si on avait dit Borel, ça aurait été, j'aurais pu être compris, hein, parce que c'est Borel, hein, là. Alors, si c'est pas Borel, c'est Badjubo. Alors, c'est peut-être Badjubo, pas Borel. Tu as raison, c'est Badjubo, c'est pas Borel. Ouais. Non, parce que la RD2 est longue. Oui. Donc, pour qu'on puisse mieux situer, il y a RD2, il y a Badjubo. Voilà. On passe au vote qui est contre, qui s'abstient. Donc, adopté à l'unanimité. Point suivant, qui est le point numéro 9. Martin Ratier à la parole. Merci, Président. La commune de Lamentin souhaitait promouvoir le développement de la mobilité durable. Sur son territoire, on favorise la marche. Cette démarche répond aux enjeux de transition écologique tant qu'au niveau local et national, en contribuant notamment à une meilleure qualité de l'air et à la réduction des émissions de gaz en effet de serre. À cet effet, la ville est accompagnée en phase étude par l'AFD au travers de fonds Outre-mer afin de désigner l'AMBO, qui a réalisé les études préalables et la réalisation de cette opération. Le projet qui est présenté concerne la phase numéro 1. La priorité est donnée au bourg afin de disposer d'un mariage efficient. Au regard des territoires existants et des problèmes de sécurité des usagers qui marchent sur une partie de la chaussée carrossable. Les travaux concernent la reprise de portions de trottoirs non conformément à la rue du débarcadère à la création de territoires. Maintenant, jusqu'à l'école élémentaire du côté rue du gymnase Blachon, phase numéro 1, voie communale. Coût provisionnel, 700 000 €. Vous avez le tableau.
Le maire propose au conseil municipal d'approuver le plan financier et de l'opération. Je vous demande d'en délibérer. Merci. Merci, collègues. Y a-t-il des questions pour ces travaux qui sont prévus à Blachon? Oui, collègue Ogounias a dit que tu as la parole. Oui, juste une remarque. Je suis pas spécialiste non plus des voiries. 1 million, ça me paraît quand même beaucoup. Alors, je vois phase 1. Alors, est-ce que l'étude, c'est déjà sur combien de phases? Il y aura une deuxième phase, une troisième phase. Et est-ce que l'étude, elle mène justement sur l'ensemble du projet? Ou les 1 million, c'est uniquement pour cette petite partie? Voilà. Madame Jaffar va te porter des précisions. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Madame Jaffar, la directrice du pôle développement durable. Alors en fait, le projet est beaucoup plus global. Donc il y aura bien sûr une phase 2, peut-être une phase 3. Le montant total de l'opération est estimé à plus de 5 millions d'euros, puisqu'il y a à la fois la deuxième tranche des trottoirs qui sont à réaliser sur Blachon, du côté de chemin de Blachon, donc après le virage jusqu'à l'école. Donc ça, c'est une deuxième phase. Et ensuite, il y a également des trottoirs qui seront créés pour faire un maillage avec les trottoirs qui existent déjà du côté de Castel. Donc, on partirait de Montalegre pour aller jusqu'au nouveau groupe scolaire de Castel de façon à permettre... Groupe scolaire de Caillou. De Caillou. De façon à permettre aux enfants qui sont scolarisés à Castel de pouvoir y aller à pied. Donc voilà, ce serait éventuellement une phase 3, mais compte tenu de l'enveloppe qui est quand même importante en termes d'investissement, donc un phasage est proposé dans la mesure où nous avons la possibilité d'avoir un financement FEDER, puisqu'il y a une enveloppe qui est réservée à la ville de Lamentin dans le cadre du partenariat que nous avons avec la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Donc on est d'accord, les 700 000, c'est pour l'ensemble? Non, 700 000, c'est pour ce qui a été énuméré dans la délibération pour Blachon. C'est 5 millions de travaux pour tout ce que je viens d'énumérer. Donc 700 000 euros, ça ne concerne qu'une partie de Blachon. A-t-il d'autres questions? Il n'y a pas de questions. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Donc adopté à l'unanimité pour le début de ces travaux à Blachon. Je pense que nous avons épuisé l'ordre du jour, chers collègues. Merci, la séance est levée. Rentrez bien, soyez prudents.